C'est la saison que Joseph Kabila Kabange dotait la République démocratique du Congo d'une constitution. Et cette constitution est défendue par toutes les classes politiques congolaises. Aujourd'hui, ça fait 16 ans. Nous allons en parler avec le professeur Placide Mabaka. Bienvenue, professeur. Bonsoir tout le monde et voilà. Merci de votre invitation. Voilà, notre constitution, beaucoup de faiblesses et aussi des atouts. Effectivement, la Constitution, on va commencer par ce qui est positif avant de parler de faiblesse. La Constitution a beaucoup d'atouts en ce sens que cette Constitution déjà proclame des droits fondamentaux, n'est-ce pas? Il y a tout un titre qui concerne les droits qui protègent la personne humaine. Ça, c'est un atout majeur. C'est la première fois dans toutes les constitutions où il y a une liste bien établie. C'est une cinquantaine d'articles, ça va des articles, je crois, 11 à 64 ou 69, où on défend les droits de la personne, on proclame, on consacre le droit de la personne. Et parmi ces dispositions, il y en a deux que je peux retenir qui me paraissent très essentiels dans la protection des droits de la personne. Ce sont les articles 60 qui imposent à toute personne et à tous les pouvoirs publics de respecter les droits de l'homme, les droits de la personne. Et il y a l'article 64 qui est pour moi un dispositif qui doit demeurer, quoi qu'il arrive, qui permet, qui oblige, pas qui permet, c'est un devoir qui impose à tout Congolais de défendre en quelque sorte l'État, c'est-à-dire de lutter contre toute personne ou un groupe de personnes qui veut diriger le pays en violation de la Constitution, qui veut prendre le pouvoir par la force. L'article 64. 64. Donc, ça, ce sont des l'obligation de mettre hors d'état de nuire. Donc, toutes les personnes qui veulent prendre le pouvoir par la force, effectivement. Ou qui dirigent, qui exercent le pouvoir. Pas seulement prendre le pouvoir, mais aussi dans la gouvernance du pays. C'est lui qui gouverne en violation de la Constitution. La Constitution oblige chaque Congolais de pouvoir faire échec à cette personne. Vous voyez? Donc c'est quand même capital. C'est pas seulement par voie de coup d'État ou par voie de rébellion, que sais-je, non. Mais même dans l'exercice, dans la gouvernance même du pays. Donc on doit respecter la Constitution. Ça, ce sont des dispositions qui sont quand même intéressantes. Donc là, ce sont des atouts. Mais il y a beaucoup de faiblesses parce que c'est comme si les choses ont vraiment évolué. Comme par exemple l'article 10 de notre Constitution qui parle de l'unicité de la nationalité, qui est une et exclusive. Elle n'est peut-être détenue concurremment avec une autre. Vous ne voyez pas que les choses ont vraiment évolué et que le législateur, en élaborant ces dispositions, c'est en tenant compte du contexte datant. Je pense sur cette problématique de la nationalité, il y a une mauvaise compréhension de l'article 10. L'article 10 n'est pas mal rédigé, bien au contraire. Ce qui pose problème, ce n'est pas l'article 10 de la Constitution, c'est la loi de 2004. Parce qu'on parle de la nationalité congolaise d'origine. La question de l'unicité, mais c'est une évidence, la nationalité est toujours une et exclusive, où qu'elle soit. L'unicité et l'exclusivité. Oui, c'est lié à la souveraineté de l'État, la nationalité. Donc toute nationalité dans ce monde, elle est une et exclusive. Parce que c'est lié à la souveraineté, et la souveraineté c'est le fait... C'est l'indépendance en fait de l'État. Mais au Rwanda, la nationalité n'est pas exclusive. Non, la nationalité est exclusive partout, parce que c'est lié à la nationalité, à la souveraineté. En revanche, on peut autoriser à ce que un ressortissant d'un État puisse acquérir une autre nationalité. Mais toute nationalité, pourquoi elle est une exclusive? Parce que c'est l'État qui l'accorde ou c'est l'État qui la retire. Oui, mais notre loi, c'est-à-dire, on ne peut pas se prévaloir au Congo d'une autre nationalité lorsqu'on est congolais. Alors, en rapport avec notre constitution, notre nationalité, elle dit toujours à l'article 10 qu'elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Mais aucune nationalité ne peut être détenue concurremment avec une autre. Et ceux qui détiendraient 2, 3, 4 nationalités. Mais il n'y a pas de concurrence, c'est là le problème. D'un point de vue purement juridique... Ça, c'est doctrinal, ça. Non, ce n'est pas doctrinal, c'est factuel. Et même la Cour internationale de justice l'a démontré. C'est-à-dire que c'est la question simplement de l'opposabilité d'une nationalité. Admettons que je sois congolais et belge, n'est-ce pas? Lorsque je suis au Congo,
je ne peux pas me prévaloir de la nationalité belge, n'est-ce pas? C'est là l'unicité et l'exclusivité. Et l'unicité aussi, il faut préciser dans le cadre du Congo, c'est que on ne peut pas avoir de multiples nationalités au sein du territoire congolais. Se dire, par exemple, je suis de nationalité kivusienne, de nationalité bandundoise. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est l'esprit, parce qu'on est une unité, n'est-ce pas? Mais l'exclusivité, c'est par rapport à l'opposabilité. Donc, que j'ai une nationalité belge, américaine, et que sais-je, je peux en avoir 10, mais quand je suis au Congo, si je suis congolais, je ne peux pas me prévaloir de cette nationalité devant les autorités congolaises. C'est là l'exclusivité, n'est-ce pas? Maintenant, oui, mais là, pour revenir à la nationalité congolaise, nous sommes quasiment, je dirais, le seul État où on a des Congolais d'origine et d'autres Congolais, des Congolais d'acquisition. Donc il y a un double régime juridique au niveau du traitement. Un Congolais d'origine, et j'ai toujours défendu cette position, la nationalité congolaise d'origine est irréversible. C'est-à-dire qu'on est Congolais, on meurt Congolais. Ce n'est pas l'État qui nous accorde cette nationalité. C'est une nationalité, je dirais, qui est immanente en quelque sorte. C'est-à-dire on est avec. C'est une possession en quelque sorte d'État, pour un peu les juristes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous est dû de par notre naissance en tant que Congolais d'origine, ayant eu des ancêtres, des parents, ainsi de suite, qui sont Congolais d'origine. En revanche, les Congolais par acquisition, là, c'est l'État qui octroie. Ce qui fait que la loi de 2004, qui exclut les Congolais d'origine pour avoir acquis d'autres nationalités, cette loi est inconstitutionnelle. L'article 10 ne pose aucun problème. C'est son interprétation qui pose problème, parce qu'on n'a pas bien cerné la notion d'exclusivité et de l'unicité. Moi, je dis, on peut maintenir cet article tel qu'il est. Tel qu'il est. Mais on va seulement préciser pour éviter les ambiguïtés, parce que le langage juridique a un sens bien précis. On ne doit pas lire ça comme en français courant. Là, on lit en français courant. Mais il faut comprendre la quintessence de cette disposition. Donc, pour vous, il faut laisser qu'elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. On peut laisser, pour moi, ça ne poserait aucun problème, mais si l'on veut éviter des discussions inutiles, bon, dans ce cas, on peut ouvrir, dire que tout Congolais peut acquérir une autre nationalité à condition que, voilà, ça alors, on peut toujours préciser. Voilà, quelles sont les faiblesses alors de notre Constitution 16 ans après? Les faiblesses sont, à mon avis, nombreuses. Bon, je dirais, j'ai écrit un bouquin là-dessus que j'ai intitulé La Constitution de la RDC, risques et perspectives. Donc, il y a des risques. Le premier problème que je peux relever, c'est le problème d'abord de la forme juridique de l'État. Forme juridique. La forme juridique de l'État. On nous dit, l'article 1er nous dit, le Congo, c'est un État uni et indivisible. N'est-ce pas? Et à l'article 2, on nous précise que cet État est fortement décentralisé. Mais, après, dans cette décentralisation, on nous cite les entités territoriales décentralisées. N'est-ce pas? Qui sont la commune, la ville, à l'article 3, la chefferie et les secteurs, je crois. Mais, dans l'article 2, on prévoit que la République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces. Donc, la création des provinces pose problème en ce sens que l'État, à l'article 1er, c'est un État uni. Donc, on est dans la logique d'un État unitaire, décentralisé, avec les entités décentralisées. Mais on met les provinces qui, dans leur, statut juridique, ne sont pas des entités territoriales décentralisées, ne participent pas à la décentralisation. Bien au contraire, si l'on s'en tient à la répartition des compétences entre le gouvernement central et les provinces, on est dans un système plutôt fédéral. D'où ce compromis qui a été trouvé entre l'unitarisme et le fédéralisme. Ça, c'est une grosse faiblesse. Parce que, bon, je n'ai pas allé très loin. On vient de parler de ce qui se passe dans le Kasaï, la désignation d'un candidat gouverneur et le problème que ça pose. Déjà, la provincialisation de notre État a créé un tribalisme territorial. Qui ne dit pas mot. Non, mais qui est avéré.
Et c'est très dangereux. Aujourd'hui, dans le Kasaï, on ne peut être que Moulouba et on ne peut être Kassaïen, par exemple, de Mboujima ou Kassaïen de Kananga pour être candidat gouverneur. Mais c'est un recul énorme par rapport à ce qu'on a vécu du Zaïre. N'est-ce pas? Où est l'unicité dans ce cas? Nous sommes divisés, nous sommes tribalisés. Et cela est consacré même dans la Constitution. Non, ce sont les conséquences. Ce n'est pas consacré dans la Constitution. Parce que la Constitution interdit la discrimination, justement. Donc, pas les conséquences des formes juridiques de l'État. Oui, qui est un État, en fait, que j'appelle, moi, un État unitaire à vocation fédérale ou à propension fédérale. C'est-à-dire, on a créé des mini-États au sein de l'État. Vous voyez? Et ça, c'est très dangereux. Donc, moi, je suis Kassaïen, ou je suis, je sais pas moi, du Congo central, et que, lui, c'est Moulouba, il ne peut pas être là, lui, c'est Swahili, ou que sais-je, ainsi de suite. Mais c'est gravissime. Sommes-nous une nation, ou sommes-nous plutôt plusieurs nations? Où est le caractère étatique, justement? Où est notre caractère national, en quelque sorte, de notre pays? Donc, ça, c'est un des éléments essentiels. Ceci dit, on peut créer un État unitaire avec un fonctionnement fédéral. Ça, ce n'est pas un souci. Mais le fait d'avoir divisé ces provinces, de les avoir saucissonnées de cette manière-là, et en plus, sans avoir mis en application la décentralisation qui est prévue par la Constitution, ça, c'est quelque chose de très dangereux. Donc, il faut revoir un peu ça. Personnellement, je suis pour un État unitaire, comme on l'avait vécu au moment du Zaïre, n'est-ce pas? Au moins, il y aura quelqu'un... Oui, mais cet État unitaire, vous ne voyez pas que ça sera beaucoup plus surchargé, le centre des décisions, c'est beaucoup plus surchargé Kinshasa par rapport aux autres, parce qu'ils ont voulu unitaire, mais fortement décentralisé. Oui, il faut que ce soit décentralisé. C'est un État unitaire qui est décentralisé. Parce oui, que mais sous Mobutu, c'était un État fort. Centralisé, ça c'est différent. C'est un État centralisé. Mais ce qu'il faut ici, c'est la décentralisation, mais il faut accompagner cette décentralisation pour qu'elle soit efficace de la déconcentration. Vous voyez? Parce que beaucoup insistent sur la décentralisation, entité, mais l'État est-il présent dans ces entités territoriales décentralisées? L'État ne l'est pas. Mais il y a un peu de moyens pour l'effectivité de tout ça. Il faut se donner les moyens. Ce n'est qu'à peine que la Cour constitutionnelle vient d'être installée, c'est à peine. Alors que lorsque la Constitution a été promulguée, ça a pris du temps pour l'effectivité des autres branches. Je n'en disconviens pas. Mais il faut quand même se donner les moyens de sa politique. N'est-ce pas? Si aujourd'hui vous voulez vous marier ou avoir des enfants, vous dites, bon, ok, je veux avoir des enfants, je veux me marier, mais je n'ai pas les moyens. Dans ce cas, ne vous mariez pas. Le péché de notre constitution, c'est parce qu'on a beaucoup mimé l'étranger, c'est ça? Oui, en plus, c'est une constitution qui est une constitution, bon, je dirais, pour moi, octroyée. Et une constitution qui est un copier-coller, comme je le dis souvent, des constitutions étrangères, essentiellement la constitution française de 1958, que les Français veulent changer, et de la constitution belge de 1970. Parce que cette provincialisation, ça date, c'est inspiré de la constitution belge de 70. On avait créé les régions. Les Belges eux-mêmes y ont renoncé et ont adopté une nouvelle constitution en 1993 pour créer l'État fédéral. Il faut se dire, il faut choisir entre l'unitarisme et le fédéralisme. Mais moi, je préfère l'unitarisme avec une gouvernance fédérale, comme l'a fait la Suisse, par exemple, qui a une constitution constitution fédérale, alors que l'État, dans sa structure, est confédéral. Vous voyez? Donc, le fédéralisme peut être un mécanisme de gouvernance plutôt qu'un mode d'organisation territoriale. Donc, ça dépend comment on l'utilise. Ici, utilisons-le dans le sens de la gouvernance, plutôt que dans le sens de la forme juridique de l'État. Est-ce que certaines dispositions, c'était parce que la RDC venait d'une guerre, et par rapport à ça, il y a certaines dispositions qui ont été prises, et aujourd'hui, nous sommes pris en sandwich, on ne sait plus s'en débarrasser de ça. On peut s'en débarrasser, mais ceci dit, voilà une autre faiblesse. Comme je dis, cette constitution, c'est le compromis de Sun City, je l'appelle la constitution des belligérants. C'est une constitution
qu'il y a, en quelque sorte, c'est une forme de partage du gâteau entre des belligérants. Et vous voyez, quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il y en a, à un moment, qui ont commencé à dire « Mais, Monsieur le Président, sachez que nous sommes là. Vous ne pouvez pas gouverner sans nous. Vous savez d'où nous venons. Nous pouvons encore reprendre les armes. » Bon, vous savez de qui je parle, et il a été en prison, et qui a été gracié récemment. Vous voyez? Donc, on est là dans le chantage. Pourquoi? Parce que, ah non, mais voilà, nous avons fait la guerre, nous avons des armes, nous sommes ceci, nous avons cette constitution, et nous sommes dans nos provinces comme des chefs. Sachez que, si vous ne faites pas ce que nous voulons, nous allons retourner dans nos provinces. Allez, nous pouvons engager d'autres rébellions. C'est le fruit, les conséquences un peu de cette constitution. Même au niveau de l'exécutif, où on a connu dernièrement, c'est qu'un président ne peut pas révoquer un premier ministre. Et vous voyez ce qu'il y a eu. Ça a créé vraiment un frein où le pays était retardé. Et là aussi, c'est un autre problème. C'est-à-dire la forme du gouvernement. La Constitution, ici, a mis en place un régime parlementaire. J'ai la faiblesse de souvent dire que le psychique africain et congolais n'est pas adapté au régime parlementaire. Pourquoi? Parlementaire ou semi-parlementaire? Non, parlementaire. Si vous lisez la Constitution, pour les juristes en tout cas, vous verrez que c'est un régime parlementaire pur, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans une diarchie. Le problème qui se pose, c'est que dans cette diarchie, le Premier ministre est le chef du gouvernement, n'est-ce pas? Le président de la République, c'est le chef de l'exécutif. Mais dans la définition de la politique nationale, le gouvernement définit cette politique nationale en concertation avec le président de la République. Vous voyez? Et ça, c'est un gros problème. Le président est élu avec un programme bien défini. Le gouvernement est issu de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Donc, admettons que l'Assemblée nationale soit contraire d'un point de vue politique au président de la République. Le président veut mettre en œuvre sa politique, le gouvernement veut aussi satisfaire le Parlement, l'Assemblée qu'il a désignée, n'est-ce pas? Qui lui a fait confiance. En cas de contradiction, la Constitution n'a pas prévu le mécanisme de résolution de ce conflit. Vous voyez? Voilà. D'où ce problème qu'on a eu. Et le président ne peut pas révoquer le Premier ministre. On risque de tomber dans quoi? Ce qui s'est passé entre Kasavubu et Lumumba. Oui. Et effectivement. Merci beaucoup, professeur Placide Mabaka. Je vous en prie. De votre passage. On va parler cette fois-ci de la territoriale. On va parler... vous pouvez vous mettre en attendant. C'est avec Pascal Ouandjé. C'est tout de suite.